Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière vidéo du chapitre 4 qui s'intitule « Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?» Dans les vidéos précédentes, nous sommes revenus sur les explications du commerce international et de l'internationalisation de la production. Dans cette vidéo, nous allons aborder le débat classique en économie entre libre-échange et protectionnisme. Nous montrerons également les effets du commerce international sur les inégalités entre pays et au sein des pays. Il s'agit donc cette fois-ci de s'intéresser aux effets du commerce international. Au cours des précédentes vidéos, nous avons déjà commencé à aborder les avantages du commerce international et donc l'intérêt à favoriser le libre-échange entre les pays. Nous avons ainsi montré que la spécialisation internationale et la fragmentation de la chaîne de valeur permettaient d'augmenter à la fois les quantités, mais aussi la diversité des produits disponibles dans une économie par rapport à une situation d'autarcie caractérisée par l'absence d'échanges internationaux. En effet, grâce au libre-échange, les consommateurs peuvent se procurer des biens auxquels ils n'auraient pas accès sans le commerce international. C'est notamment le cas pour les produits qui nécessitent des ressources ou des conditions climatiques particulières. On pense ici par exemple aux fruits et aux légumes, mais aussi aux différents minerais qui composent les sous-sols. Les échanges internationaux permettent également une diversification verticale et horizontale des produits, ce qui satisfait le goût pour la diversité des consommateurs comme on l'a déjà montré. Le libre-échange et le commerce international permettent également d'augmenter la clientèle et donc la production, ce qui permet de diminuer les coûts de production, donc le prix de vente, en profitant le plus possible des économies d'échelle qui permettent de réduire le coût moyen unitaire. Dans le même temps, l'exploitation des avantages relatifs des différents pays, en fragmentant et en internationalisant la chaîne de valeur, permet une nouvelle fois de réduire les coûts de production et donc le prix de vente, en bénéficiant des dotations factorielles et technologiques de chaque pays, permettant de produire davantage et à moindre coût grâce à la spécialisation. Ces effets positifs du libre-échange et du commerce international augmentent la consommation, donc la production, et au final le PIB des pays qui y participent. On observe également que le libre-échange met en concurrence les pays et les entreprises entre eux, les incitant à réduire leurs coûts, à faciliter la production, par exemple par des baisses d'impôts, de cotisations, par différentes subventions, afin d'être toujours plus productifs et compétitifs, comme on l'a montré dans la vidéo précédente. La concurrence accrue à l'échelle internationale incite les entreprises à réaliser des dépenses en recherche et développement pour innover, ce qui conduit une nouvelle fois à une plus grande diversification des produits et à une baisse des coûts de production et des prix. Les entreprises tentent ainsi d'augmenter leur productivité et les pays leur compétitivité, ce qui améliore au final le bien-être des populations et notamment des consommateurs. Dans le même temps, le commerce international, les échanges internationaux de produits permettent de faire circuler les technologies qu'ils incorporent et donc de permettre à certains États et à certaines entreprises de combler une partie de leur retard et de rattraper les pays les plus en avance d'un point de vue technologique. Le commerce international permet donc une utilisation plus efficace des facteurs de production, augmentant ainsi les quantités produites et disponibles pour les consommateurs à des prix plus faibles. Dès lors, face à ces avantages, les pays se sont engagés à travers d'institutions internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce ou à travers des accords commerciaux à faciliter et à encourager le libre-échange en diminuant notamment les droits de douane, mais aussi les règles restreignant les échanges. Ce processus en faveur du libre-échange, à travers la réduction des barrières à l'importation, accélère une nouvelle fois le commerce international en réduisant à nouveau les prix de vente, ce qui a pour effet d'augmenter la demande de produits importés qui sont moins chers. Nous avons ainsi présenté les avantages du commerce international, les effets positifs des échanges et les arguments en faveur du libre-échange. Toutefois, le commerce international ne présente pas que des avantages. C'est pourquoi certains économistes, mais aussi des personnages politiques, préconisent plutôt la mise en place de mesures protectionnistes visant à protéger l'économie nationale des produits étrangers. En effet, on remarque que la concurrence accrue entre entreprises et ou entre pays conduit d'une part à des destructions d'emplois peu qualifiés dans les pays développés qui sont incapables de s'aligner sur les pays en développement en termes de coût du travail ou au niveau de la réglementation. On reviendra sur ces éléments dans la partie suivante qui traite des inégalités. On remarque que le chômage se développe alors pour ces catégories peu qualifiées des pays développés au fur et à mesure que les entreprises se délocalisent à l'étranger. La concurrence internationale conduit également à une stagnation, voire une diminution des salaires dans les pays développés par rapport aux pays moins développés, ce qui freine en retour la consommation dans ces pays.
Dans le même temps, la concurrence accrue et la recherche de différenciation à l'échelle internationale sont à l'origine de firmes multinationales très puissantes, en situation de quasi-monopole international, et capables d'imposer leurs règles aux États en matière de fiscalité et législation par exemple, et donc de réduire la concurrence réelle sur les marchés, leur permettant au final d'augmenter leurs prix. On observe également que la baisse des prix induite par le commerce international peut également s'accompagner d'une baisse de la qualité ou en tout cas de la traçabilité pour nombre de produits fabriqués à l'étranger. C'est pourquoi des réglementations sanitaires, techniques, c'est-à-dire des mesures non tarifaires, sont mises en place par les États pour protéger l'économie nationale, mais également protéger les consommateurs nationaux. Par exemple, sur les produits alimentaires ou les jouets ou encore les cosmétiques, ce qui a pour effet de réduire le commerce international en limitant les échanges possibles. Par ailleurs, la diversification supposée à l'échelle internationale permise par le libre-échange s'est aussi accompagnée d'une uniformisation des productions pour correspondre au plus de consommateurs possible à l'échelle internationale et augmenter ainsi les ventes. Par exemple, les productions artisanales et spécifiques ne peuvent concurrencer les productions internationales moins chères et sont menacées si elles ne sont pas protégées par les États. Le secteur de la culture est par exemple protégé au nom de l'exception culturelle en France et de manière plus large dans l'Union européenne, notamment le cinéma face aux blockbusters américains. De plus, dans certains pays, notamment les moins développés, la spécialisation de la production se fait pour les produits internationaux qui sont exportés au détriment des productions à destination des consommateurs locaux et du bien-être des populations du pays. Ces dernières bénéficient très peu des retombées économiques de l'ouverture aux échanges internationaux. Autre inconvénient du libre-échange et du commerce international, c'est les effets environnementaux qui sont assez négatifs. La fragmentation de la chaîne de valeur conduit certains produits à faire plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver chez le consommateur, multipliant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie pour transporter ces produits. Les mouvements écologistes plaident donc en faveur d'une production et d'une consommation locale ayant un impact environnemental plus faible. Au niveau des États, la recherche de compétitivité prix et hors prix accroît la concurrence internationale entre eux pour attirer et conserver les activités, ce qui conduit à ce qu'on appelle un dumping socio-fiscal et maintenant environnemental. En effet, afin de participer au commerce international, les États réduisent leur réglementation en matière de cotisation sociale, de fiscalité ou de protection de l'environnement par exemple, afin de proposer un contexte plus attractif et plus compétitif face aux autres pays. Les effets de ce dumping sont tout d'abord une baisse des recettes de l'État et donc de ses moyens d'action pour soutenir l'économie, améliorer la justice sociale et ou protéger la nature par exemple. Les États cherchent à travers les moyens dont ils disposent à attirer les entreprises étrangères afin de créer des emplois et des richesses sur le territoire. C'est par exemple le cas des paradis fiscaux ou des pays peu regardants en matière de législation environnementale qui cherchent à attirer les entreprises. Enfin, on remarque que l'internationalisation des échanges et des productions menace particulièrement les entreprises et les secteurs qui ne sont pas assez productifs et les pays qui ne sont pas assez compétitifs à l'échelle internationale. Or, certaines entreprises ne sont pas encore assez développées pour supporter la concurrence internationale face à des entreprises qui sont déjà installées et qui bénéficient pleinement des économies d'échelle. C'est pour toutes ces raisons et les inconvénients au libre-échange que certains économistes et personnels politiques plaident plutôt pour des mesures protectionnistes et un encadrement, voire une limitation du libre-échange. Le protectionnisme peut prendre la forme de droits de douane afin d'augmenter le prix des importations et les rendre ainsi moins compétitives par rapport aux produits nationaux. Il s'agit alors de ce qu'on appelle des mesures tarifaires. Le deuxième type d'instrument utilisé pour protéger une économie des produits étrangers concerne cette fois-ci les mesures non tarifaires qui portent sur les caractéristiques des produits ou leur quantité plus que sur leur prix. Il s'agit par exemple de quotas d'importation ou de réglementations sanitaires et techniques qui interdisent l'importation de produits ne correspondant pas à certains critères. C'est le cas par exemple pour les jouets ou les cosmétiques qui doivent correspondre à un cahier des charges très précis et la conformité à ce cahier des charges est vérifiée par les services de la douane. L'argument sanitaire est par exemple utilisé par les États-Unis pour interdire l'importation sur son territoire de certains fromages français. Ce protectionnisme, mis en place à des degrés divers selon les périodes et selon les États, peut donc avoir différentes fonctions. Il peut tout d'abord servir à protéger les entreprises qui ne sont pas encore aptes à affronter la concurrence étrangère. Il s'agit alors de ce que l'économiste allemand Friedrich List appelle
le protectionnisme éducateur. Il s'agit de protéger les entreprises nationales afin qu'elles se développent suffisamment au niveau national pour ensuite être en mesure de concurrencer les entreprises étrangères en étant suffisamment productives et compétitives. Il s'agit bien d'un protectionnisme temporaire, c'est pour ça qu'on parle de protectionnisme éducateur. Les entreprises dans l'enfance, qui viennent d'apparaître et qui ne sont pas encore capables, par leur taille, d'affronter les multinationales étrangères, doivent être protégées pour Friedrich List. Le protectionnisme peut également avoir pour but de protéger les industries vieillissantes. Il s'agit alors d'un protectionnisme défensif, pour permettre aux entreprises qui ne sont plus en capacité d'être compétitives à l'échelle internationale de se maintenir, notamment afin de préserver les emplois menacés dans des secteurs en déclin. Enfin, le protectionnisme, cette fois-ci stratégique, est utilisé pour protéger certaines entreprises clés pour l'indépendance du pays ou de manière plus symbolique, par exemple dans le cas de la culture, en France. Les secteurs stratégiques français sont par exemple les entreprises des domaines militaires et nucléaires qui garantissent des avantages au pays et doivent donc être protégés dans cette théorie. Globalement, on constate une volonté de faciliter le libre-échange en réduisant les droits de douane et en développant des accords commerciaux, par exemple le marché unique dans l'Union européenne, ou des accords commerciaux bilatéraux avec par exemple les États-Unis et l'Union européenne à travers le TAFTA. Toutefois, on constate que dans le même temps, les mesures protectionnistes non tarifaires augmentent, notamment pour protéger les consommateurs de produits défectueux ou dangereux. Il n'est donc pas possible de trancher le débat entre libre-échange et protectionnisme, même s'il est évident que le libre-échange a très fortement progressé depuis les guerres commerciales, comme en atteste l'augmentation spectaculaire des échanges internationaux en valeur et en volume, qui sont corrélés à la très forte diminution des droits de douane. Au-delà des avantages et des inconvénients du libre-échange et du protectionnisme, il s'agit à présent d'étudier les effets du commerce mondial sur les inégalités, en montrant à la fois la réduction des inégalités entre pays et l'augmentation des inégalités au sein des pays. Les avantages et les inconvénients du commerce international se traduisent directement dans l'évolution des inégalités. À l'échelle internationale, on remarque que les inégalités économiques ont tendance à diminuer entre les pays. En effet, les spécialisations des pays ont des effets différents selon les travailleurs de chaque pays. Les pays les moins développés, qui sont fortement dotés en facteur travail et moins dotés en facteur capital, disposent donc d'une main-d'œuvre abondante, souvent peu qualifiée et donc peu rémunérée. Or, la spécialisation de ces pays dans des productions intensives en facteur travail, et notamment en facteur travail peu qualifié, augmente la demande de travail. Comme l'offre de travail ne varie pas à court terme, le salaire de ces travailleurs dans les pays moins développés augmente lui aussi. A l'inverse, dans les pays développés, la demande de travail pour les emplois peu qualifiés diminue, car ces pays se sont davantage spécialisés dans la production à haute valeur ajoutée, nécessitant des compétences et des qualifications. Comme la demande de travail peu qualifiée diminue, mais pas l'offre dans les pays développés, le salaire de cette main-d'œuvre diminue dans les pays les plus riches, ou en tout cas stagne. Finalement, le salaire des travailleurs peu qualifiés tend à s'égaliser à l'échelle internationale, puisqu'il augmente dans les pays émergents et rattrape ainsi celui des pays développés. On observe donc, à l'échelle internationale, une tendance à la réduction des inégalités et une convergence entre les pays au niveau des revenus par habitant. Si on s'intéresse cette fois-ci aux inégalités au sein des pays, la dynamique des inégalités est différente. Ces dernières ont plutôt tendance à augmenter du fait du commerce international. En effet, la spécialisation des pays conduit à des variations de la demande de travail entre les différentes catégories de travailleurs. Ainsi, dans les pays développés, la demande de travail qualifié augmente, alors que celle de travail peu qualifié diminue, avec pour conséquence une augmentation de l'écart de salaire entre les deux. Il suffit de se référer aux lois de l'offre et de la demande pour comprendre ces effets sur les revenus du commerce national. Les inégalités entre ces deux catégories de travailleurs augmentent donc dans les pays développés. Dans les pays émergents, même si les salaires des travailleurs peu qualifiés augmentent, comme on l'a montré précédemment, le revenu des travailleurs qualifiés et des propriétaires de nouvelles entreprises spécialisées profitent encore plus de l'ouverture et de la spécialisation internationale et ont des rémunérations qui augmentent encore plus vite, creusant l'écart avec les travailleurs peu qualifiés. On pense ici aux nouvelles fortunes qui se sont faites dans les pays asiatiques du fait de l'industrialisation de ces pays et de leur ouverture au commerce international. On s'est intéressé ici aux inégalités de revenus. Le constat est le même pour les inégalités de patrimoine en termes de dynamique.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre les enjeux du débat entre libre-échange et protectionnisme, ainsi que les effets du commerce international sur les inégalités entre pays et au sein des pays. Les prochaines vidéos seront consacrées à un chapitre de sociologie traitant de l'action de l'école sur les destins individuels et l'évolution de la société. Comme d'habitude, vous retrouverez plus d'informations en description. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.